Ça a été tour difficile pour Ineos, qui paradoxalement les a rendus plus sympathiques. Victoire de Kwiatkowski avec Carapaz, c'était quand même sympathique. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Jalabert chialait parce qu'ils n'ont pas sprinté pour la victoire d'étape. Bon, ces deux coéquipiers, là, c'était bien correct. On va dire une affaire. Fuck Jaja, là. J'aime ça de parler de Jalabert. Fuck Jaja, je l'aime. Harley et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette radiographie du Tour avec Radio Bidon. Un Tour remporté comme plusieurs s'y attendaient par un Slovène, mais pas celui qu'on croyait. À 21 ans, il fête ses 22 ans. Aujourd'hui, Tadej Pogačar a gagné le Tour de manière presque inconcevable, tellement c'était stupéfiant, en écrasant la compétition lors du contre-la-montre individuel à la 20e étape du Tour de France. Techniquement, la dernière étape pour le classement général, avant la procession et le sprint final à Paris. Une défaite pour Primož Roglič, qui n'est pas sans rappeler évidemment celle de Laurent Fignon, lors du contre-la-montre final entre Versailles et Paris, contre Greg LeMond. Ça lui avait fait perdre le Tour par 8 secondes, à la différence que lui en a aussi gagné 2, chose qu'on dit rarement, et que Fignon disait aussi dans sa biographie d'ailleurs. Avec moi pour discuter de ce Tour de France inhabituel dans à peu près tous ses aspects, là, Charles Stigui, collaborateur de la première heure à Radio Bidon. Bonjour Charles. Salut David. Simon Drouin, journaliste sportif à la presse. Salut Simon. Salut. Et Audrey Lemieux, survivante, analyste du Tour sur Flowbikes, qui vient de se taper 3 semaines de ça tous les jours, d'excitation, de jours un peu plus relax, des fois pas. Bonjour Audrey. Bon matin. Alors, on va commencer par le sujet de ce Tour-là, parce que c'est la chose dont tout le monde parle depuis 2 jours. Et c'est cette victoire de Tadej Pogačar que personne n'attendait. Moi, je sais pas pour vous, là, mais Charles, je sais que t'étais parti rouler. Puis je t'ai texté vers midi en disant « Es-tu revenu? T'as-tu écouté le Tour? Tu vas capoter bien raide. » Donc, pour bien des gens, le contre-la-montre, c'est un peu... Puis dans ce cas-ci, c'était plus ou moins une formalité. Là, on se doutait, bon, peut-être que Pogačar allait reprendre un peu de temps à Primož Roglič. Après tout, il l'avait battu au contre-la-montre national slovène par quelques secondes. Donc, mais personne ne pensait qu'il allait anéantir la compétition comme il le fait là, en faisant non seulement là sa plus grande performance au contre-la-montre, mais une des plus extraordinaires performances de contre-la-montre qu'on a jamais vues. Est-ce que je sais pas par où commencer pour dire ça, mais est-ce que d'abord, peut-être par cette question-là, est-ce que, comme le suggérait Eddy Merckx dans l'équipe, Jumbo-Visma a échappé le Tour de France en sous-estimant Tadej Pogačar depuis le début? Regarde, je vais commencer par une demi-réponse, peut-être, mais je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que Jumbo-Visma aurait pu faire de plus? Ils ont été à l'avant, ils se retrouvaient parfois, aussitôt que ça grimpait un peu, ils se retrouvaient à 3-4 joueurs pour protéger Roglič, qui était là pour couvrir toutes les attaques. Oui, il aurait peut-être pu être plus offensif dans la montagne, mais tu sais, l'équipe a bien joué ça. C'est sûr qu'on cherche à s'expliquer ce qui s'est passé. Parce que, tu l'as bien dit, Roglič a perdu le Tour. C'est pas juste Pogačar qui l'a gagné, c'est une combinaison des deux. Mais je sais pas franchement ce que Jumbo-Visma aurait pu faire de plus. Simon, Audrey, avez-vous une idée sur la question? Vas-y, Simon, je vais y aller après. Moi, je pense que le seul qui peut répondre à ça, c'est Primož Roglič. Là. Est-ce qu'il aurait pu attaquer finalement dans des moments où il semblait... Moi, c'est plus en première semaine, là, j'ai le souvenir que Roglič avait l'air vraiment... peut-être que Pogačar était capable de puncher à la fin là, dans les 500 derniers mètres, etc. Mais il y a eu des moments où on avait l'impression que
que Roglic aurait pu peut-être, je sais pas, prendre 30 secondes, 1 minute, où il était très patient. Puis là, en même temps, en revanche, on se disait, bon, ils prennent pas le maillot jaune tout de suite. Et Adam Yates, il l'a eu en première semaine. C'était peut-être à l'avantage de Jumbo-Visma. Donc, il faudrait faire le tour dans la tête de Roglic. Est-ce qu'il y avait les jambes pour prendre plus de temps à Tadej Pogačar? Et aussi la fameuse étape des bordures où Pogačar a perdu 1 minute 20, je crois. Est-ce que là, le lendemain, on l'a laissé filer? Est-ce qu'on l'a laissé filer? Est-ce que Roglic était capable de... C'est très difficile de répondre à cette question-là. Ouais, je pense que c'est... Des fois, il n'était pas effacé, capable de suivre non plus Roglic. On l'a vu, là, quand Pogačar attaque, de temps en temps, Roglic, soit il est à l'arracher pour réussir à le suivre, ou alors il est juste pas capable. Ouais, il est revenu quand même à quelques reprises. Je sais pas, j'ai souvenir au Puy-Marie où il faisait jeu égal. Les deux étaient aussi forts l'un que l'autre. Donc, honnêtement, je pense que tout le monde était... La réaction contre la montre, là, je pense que personne ne s'attendait à ça, là, ni Roglic, ni personne. Je me demande même si Pogačar... je pense pas qu'il bluffait quand il disait il avait l'air comme complètement relax, puis il allait encourager ou souhaiter bonne chance à Roglic avant le début du chrono. Honnêtement, c'est assez renversant ce qui est arrivé. Toi, Audrey, comment tu vois ça? C'est sûr que c'est facile de dire oui, il aurait dû prendre plus de temps au début. Je suis entièrement d'accord avec Simon quand il dit que la première semaine du Tour, je pense vraiment que Roglic était plus fort. On l'avait vu dans toutes les courses. Tour de l'Ain, Critérium du Dauphiné, il était vraiment supérieur aux autres. J'avais l'impression que dans la première semaine, il aurait pu vraiment faire la différence. Une chose que je pense que Roglic a fait et qu'il avait fait aussi au Giro 2019, c'est qu'il a marqué Bernal. Quand il a laissé partir Pogačar, là, on lui a donné un 38 secondes facile comme ça, mais il regardait encore Bernal. C'est comme au Giro 2019 quand il était là, puis il bougeait pas, puis il faisait juste marquer Nibali. Fait qu'il y a peut-être ça, cet aspect-là. Puis dans la première semaine, peut-être qu'il voulait pas le maillot jaune, mais la Jumbo-Visma courait de toute façon comme s'il y avait le maillot jaune sur les épaules. Et aussi, je peux comparer à Ineos dans le temps de Chris Froome ou Geraint Thomas, où il y avait toujours un moment dans le tour en début de semaine où il partait, puis il allait se faire un gros poussin, un 3 minutes d'avance. Comme ça, là, t'es vraiment sûr à 100%. Dans le fond, là, l'avance que Roglic a pris, c'est seulement les secondes en bonification. Ça équivalait à 33 secondes. C'est tout. C'est tout ce qu'il est allé chercher. Le reste, c'est Pogačar qui l'a perdu. Fait qu'en bout de ligne, il n'y a rien à aller chercher. Fait que peut-être que oui, mais c'est facile à dire. On ne sait pas. En même temps, tu veux être conservateur. C'est 3 semaines. Tu ne veux pas tout donner la première semaine. Mais effectivement, eux autres vont retourner puis ils vont regarder ça. Mais je pense que si tu as la chance de mettre du temps sur tes rivaux, peu importe que ce soit un Bernal, tu sais, au début, on les avait toutes. Quintana est encore là. Pinot, ben, c'est sûr qu'il est parti vite, là, mais je veux dire, il faut le faire. Mais bon, facile à dire. Tu sais, le Giro 2019 dont tu parles, c'est peut-être un des éléments qui avait le plus en tête où Roglic passe presque une semaine avec le maillot jaune. On se dit, c'est cuit, c'est réglé. Puis non, au fur et à mesure, on le voit qui décline. Il y a peut-être exactement ce que tu soulignes dans le fait de se conserver, entre guillemets, pour passer au travers de 3 semaines. Là. Puis, rapidement, excuse-moi, Charles, mais rapidement aussi, à l'origine, là, le tour, ça devait être Kruijswijk, Dumoulin, Roglic. Là, finalement, Kruijswijk blessé n'est pas là. Dumoulin, première semaine, OK, je roule pour... Ils ont annoncé tout de suite que Dumoulin n'était pas là pour la victoire. Là, ça, c'était un autre... ça, c'était un élément clé. Imaginez Pogačar, qu'est-ce qu'il aurait fait si Roglic ou Dumoulin a surveillé un des... Et probablement qu'il aurait perdu. Là, finalement, ils sont comme... finalement, Dumoulin finit 7e. Là, est-ce que vraiment il y avait à se condamner comme ça puis le dire publiquement, OK, j'annonce les couleurs? C'est peut-être aussi, puis ça revient un peu à ce que des Merckx dit, c'est peut-être une espèce de trop de confiance finalement de la part de Jumbo-Visma. Supériorité de l'équipe, tout le monde, c'était très clair, là, mais finalement, supériorité tactique, probablement pas. Hein. Non, puis... mais quand même, est-ce que, tu sais, bon, ils ont perdu le tour. Par contre, énormément de performances remarquables, puis dont cette performance-là d'équipe, là, donc on peut souligner quand même
Ce qui est encore plus stupéfiant qu'il ait perdu le Tour dans ces conditions-là, parce que, bon, il y en a qui disent, bon, Jumbo-Visma n'a pas écrasé le Tour. Moi, personnellement, je ne sais pas s'ils ont écrasé le Tour, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était eux autres, les Darman du Tour, en tabarnouche, là, du début à la fin, ils étaient installés là, puis il n'y a pas grand monde qui passait la porte. Là, et de toute façon, il n'y a pas grand monde qui passait la porte parce qu'ils faisaient le bon vieux truc de on impose un rythme d'enfer, puis après ça, ben que les autres explosent. À part peut-être 2 étapes là, où c'est les McLaren là, qui ont pris un peu là, le contrôle de manière presque surprise, inattendue. Ah tiens, tout d'un coup, Mikel Landa est là et il a des aspirations au général. Mais tu sais, outre ces 2 étapes-là, sinon, ils ont tenu le fort très, très bien. Wout van Aert, combien de victoires d'étape, Wout van Aert? 2? 2 victoires d'étape. Puis on en parlait la semaine dernière, il était à l'avant, même dans les pentes les plus pentues. Incroyable. Puis même à certaines occasions, Sepkus qui suivait Primož Roglič n'a même pas été utilisé. Il était là en backup, puis je veux dire, c'est pas exactement un pied de céleri. Là. Quand tu as Sepkus dans ta petite poche en arrière comme backup, je pense qu'il y a des équipes qui le prendraient comme leader. C'est domination, mais... Mon impression là, au terme de ce tour-là, c'est que les 2 plus grosses équipes avaient des leaders qui étaient peut-être pas les plus forts de leur équipe dans ce tour-là. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Là. Je sais pas, évidemment, c'est difficile là, parce que c'est des impressions, on est à distance, tout ça, mais souvent, ils avaient des coéquipiers qui avaient l'air plus forts qu'eux ou en tout cas plus frais qu'eux. Ce qui nous fait croire peut-être que justement, Roglič était effectivement fatigué à cette 3e semaine de tour-là. Est-ce qu'il était effectivement brûlé? Tout le monde disait, bon, il arrive, il est peut-être un peu trop affûté, un peu trop en forme, donc pas assez reposé. Ça s'est bien passé jusqu'à la fin, mais jamais, comme tu disais, Audrey, il n'a jamais été en mesure de mener une grande attaque là, qui aurait assuré là, son statut de meneur là, pour la suite, là, qui aurait peut-être même découragé un Tadej Pogačar de dire hey, je vais tout donner, puis je vais... Ben, par contre, la 3e semaine, je trouve pas qu'il semblait faiblir avec ce qu'on a vu dans le plateau des Glières. Mm-hmm. Il a mis la pression. On sentait qu'il était encore très fort. Et dans le cas de la Lose, c'est vrai, tantôt j'ai oublié de mentionner ça, mais il avait quand même pris 16 secondes sur Pogačar, qu'on était dans la 3e semaine. Donc, moi, ça me donnait confiance en Roglič à savoir que il finit fort quand même pour la 3e semaine, puis Pogačar semblait vraiment commencer à l'avoir dans les jambes, puis c'était un petit peu plus difficile. Et ça revient à dire que cette performance du contre-la-montre individuelle, je veux dire, il met quand même 1 minute 56 à Roglič, 1 minute 21 à Tom Dumoulin, qui est un ancien champion du monde. À un moment donné, puis tu sais, oui, Roglič n'a pas eu la meilleure performance de sa vie sur ce contre-la-montre individuel-là, mais il n'a pas eu non plus la pire performance de sa vie. Je pense que, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut regarder, parce que je suis pas sûre qu'il faiblissait tant que ça, mais je pense que le contre-la-montre individuel, ça a joué beaucoup sur son mental, parce que Pogačar est tellement parti vite, puis dès les premiers kilomètres, je pense que Roglič, il y a eu un petit peu peut-être de panique, c'est sûr que je n'étais pas dans sa tête, là, mais je pense qu'il tu as vu son casque à la fin, par exemple, il y avait un casque de panique à la fin. Je pense que c'est parce qu'il a enlevé sa visière, tu sais, avec la visière, qui est correcte, après ça, avant la visière, puis là, tu as le casque, c'est une drôle d'image qui démontre vraiment un peu l'incompréhension de ce moment-là, l'impuissance. Tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça démontrait vraiment ça, cette image-là. Mais je pense qu'il y a eu un moment où, crime, il me prend du temps. OK, il me prend encore du temps. Puis là, on est au pied de l'ascension. Tu fais un mauvais changement de vélo parce que t'es trop stressé. Puis t'es à 21 secondes de perdre ton maillot jaune au pied de la dernière ascension. Tu sais, à un moment donné, je pense que le mental va venir affecter toute la façon dont tu vas pédaler, ta technique, ta concentration. Je pense qu'il y a eu un peu de ça, puis c'était pas mal. Peut-être que Pogačar, c'était ça qui avait décidé avec son directeur sportif, Alan Piper. Peut-être qu'ils se sont dit, on met la pression tout de suite, tu pars fort. Puis là, après ça, Pogačar, il savait qu'il s'en allait vers le maillot jaune. Fait que lui, mentalement, c'est comme les ailes, il y avait des ailes, puis let's go, on s'en va gagner. Tandis que Roglič, je suis dans sa tête, mentalement, je suis en train de perdre, Fait que de revenir de ça, je pense qu'il y a eu cet aspect-là aussi, mais ça revient vraiment à dire que
cette journée-là, un coup de théâtre total. Là, j'ai 2 éléments, je trouve, intéressants que tu as mentionnés. Col de Lose, effectivement, Roglic prend du temps à Pogačar, donc il avait l'air quand même. Il était plus fort cette journée-là. Ensuite, plateau des Glières, il tape, il monte en haut, il prend un petit écart dans la garnotte, les 2 kilomètres, un peu pour montrer, OK, c'est moi le patron. Fait qu'on regarde ça, on est comme, OK, c'est fini, là, ce tour-là, là, c'est sûr qu'il gagne. Et il sort de cette section-là, puis il vient taper sur le dos de Dans Pogačar. le dos un peu paternaliste, là, ouais, c'est ça, ouais. Ben, je sais pas si c'était paternaliste, je pense que c'était comme, regarde, on s'en est tiré, porte une crevaison plus tôt. Moi, j'ai plus l'impression que c'était comme, c'est ça, c'était un peu sceller la fin de la guerre. Regarde, on a fait une belle bataille. Puis ensuite, moi, je trouve vraiment là aussi le côté psychologique de ce chrono-là. Oui, l'effort ou la performance pure de Pogačar est incroyable, mais tout ce qui s'est passé, la séquence des événements, effectivement, qui part très fort, très puissant, puis l'autre qui a dans les oreilles, il sait qu'il perd, je sais pas, 30 secondes sur le plat. Là, c'est clair que ça y rentre dans la tête. Là, ça doit être très dur à gérer. Là, tu sais qu'il te reste, je sais pas, 25-30 minutes d'effort, puis tu sens que ça t'échappe. Dans le fond, le rêve de ta vie t'échappe. Là, ça doit être je sais pas épouvantable. comment quiconque gérerait ça, là, mais bravo à Pogačar, en tout cas. Il y a un truc de Pogačar, tu sais, à la fin, il donne son entrevue après sa victoire, puis bon, tous les coureurs disent toujours non, c'est pas moi qui ai gagné, c'est une victoire d'équipe, c'est toujours un peu de la bullshit, là. Mais dans ce cas-ci, quand on écoute comme faut l'entrevue, il dit, on a non seulement reconnu l'étape, mais on l'a reconnu, il dit, je connaissais chaque trou dans l'asphalte, chaque virage par cœur, à combien de degrés c'était. Je le connais. On avait préparé cette étape-là là, de manière scrupuleuse. Puis on le voit, ils n'ont pas changé de vélo au même endroit que. Ils l'ont fait dans un endroit où il n'y avait personne. C'est clair qu'ils avaient pratiqué ce changement de vélo-là aussi parce que c'était tellement smooth, c'était tellement efficace comparativement à celui de Roglic qui était un peu chaotique. Bon, Roglic n'a pas perdu 30 secondes là, on s'entend, là, mais il n'a pas gagné de temps là non plus. Donc, quand tu dis merci à l'équipe dans ce cas-ci, vu qu'il était pratiquement tout seul presque tout le temps dans les derniers cols, je pense qu'il remerciait évidemment surtout, justement, des gens comme Piper, des gens de son équipe là, technique, les soigneurs, etc., et les DS qui ont travaillé avec lui. Puis là, c'est là que ça a apparu. Puis l'autre truc, c'est que, j'ai entendu une comparaison, là, c'est que à bien des étapes, Pogačar a mené cette course-là comme si c'était une Prius. On l'entendait pas, il était pas là, il arrivait par derrière, puis boum, à un moment donné, il attaquait, des fois non, mais il était toujours là, silencieux. Puis je pense que c'est ça que Merckx reproche à Jumbo-Visma, c'est d'avoir comme fait souvent comme s'il était pas là, comme si c'était un peu une mouche qui te dérange pendant ton souper, mais sans plus. Même s'il n'y avait pas d'équipe, là, finalement, si on regarde ça, il était pratiquement dans la roue de Roglic. C'était comme son équipe, c'était Jumbo-Visma d'une certaine façon, mais souvent, finalement, c'est lui qui attaquait. Donc, ça revient à ce que je disais, sans un autre menace au classement général, ça changeait complètement la donne. Lui, il prenait la roue, il y avait un gars à surveiller, c'était Roglic, puis le reste du temps, il fallait le faire quand même, là, cela dit, là, mais stratégiquement et tactiquement, c'était assez simple pour lui d'une certaine façon. Prenons ce tour-là là, dans son ensemble, là, puis après ça, on reparlera peut-être de performance, là, de choses individuelles, là, parce que, bon, il y a des gens là-dedans qui ont fait des choses merveilleuses, d'autres vraiment tristes et à souligner, etc. On en reparlera peut-être, mais j'ai envie, puis on a posé la question à Radio Bidon sur Twitter à ceux qui nous suivent. Est-ce que c'est un des tours parmi les meilleurs, les plus spectaculaires, les plus tripants dont vous vous souvenez? Ou pas, ou bof, ça rentre dans la moyenne, puis c'est juste parce que c'est au mois de septembre qu'on s'excite le poil des jambes? Regarde, je vais me mouiller en premier. Comme je suis un émotif, j'ai toujours tendance à dire oui, c'était le meilleur tour ou c'était un des bons. Mais je pense c'est un des beaux tours, certainement un des 3 plus beaux que j'ai écouté pour différentes raisons, entre autres parce que à chaque étape, il se passait quelque chose. Des fois, c'était des trucs un peu désolants. La relégation de Sagan en était une. Même dans les étapes de transition avec les bordures, la course au point, la course au maillot à poids,
En fait, puis même jusqu'à la fin, on s'attendait, on revient encore là-dessus, à ce que Roglic l'emporte, mais non. Pas moyen d'avoir une étape tranquille où tout se passe comme on avait prévu, puis qu'on puisse aller faire du vélo calmement, sans retrouver une pile de textos qui nous disent « tu vas capoter quand tu vas voir l'étape ». Non, à chaque étape, il y avait quelque chose. Peut-être pas le plus spectaculaire. Puis tu sais, c'est un peu comme écouter un nouvel album que tu trouves complètement génial. Faut le laisser vieillir un peu pour savoir si effectivement c'est un chef-d'œuvre. Mais pour moi, ça a été un des très bons tours. Aussi parce que il y a eu des victoires, il y a eu des... tu sais, je pense à Hirschi qui a dû s'y prendre par 3 fois avant de gagner une étape. Kamna qui a dû s'y prendre par 2 ou 3 fois avant de gagner une étape. Tu sais, il y a des trucs intéressants à chaque moment. La course dans la course est intéressante. Je comprends le réflexe de dire non, c'était bien mieux en 72, mais moi, 2020 fait partie de mes 3 meilleurs tours. Oh, 3 meilleurs tours, c'est dit. Ouais. Audrey, toi, ton facteur fast-forward, là, tu sais, il est dans le sens où toi, tu étais là, même les journées où c'était plate, mais il n'y en avait pas tant finalement. Là, tu sais, donc, il n'y a pas eu beaucoup de journées où tu as été obligé de remplir du temps tant que ça. Non, moi, j'ai trouvé que c'est un tour extrêmement excitant. Tu sais, je veux dire, si on regarde les formations, Ineos ont perdu leur leader, Egan Bernal. Bora a perdu très tôt Emmanuel Buchmann. Romain Bardet a quitté sur chute. Arkea a perdu Quintana. Groupama, Thibaut Pinot. Cofidis, Guillaume Martin a glissé. Tu sais, comme Charles dit, il y a eu toujours du mouvement. On a commencé avec plein de leaders. Après ça, avec moi, là, je me souviens avec Simon, il m'a demandé mes prédictions top 3. Ça a sauté dès la première semaine. Moi, ça a sauté le premier jour. Fait qu'il y a eu des revirements et aussi ce qui était le fun, c'est que ça démontre à quel point c'est fragile un Tour de France. Ça démontre à quel point dans la première semaine, t'es dans le coup et puis tout peut s'arrêter en un instant. Après ça, pour Landa, Landa l'a mal aimé, il a quand même réussi, même s'il il a fait rire de lui avec sa stratégie Bahreïn-McLaren. Le lendemain, ils sont revenus en force. J'ai trouvé ça beau de voir ça. Et ce que je voulais dire aussi, Richie Porte, après ça, c'est son 10e Tour de France, il a 35 ans, il fait son premier podium. Puis ça aussi, c'est le fun de voir ça parce que c'est des coureurs qui, tu sais, c'est comme un Thibaut Pinot qui a toujours des malchances, c'est des abandons, c'est des grosses chutes. Il y en a encore eu une là, quand il a crevé là, en haut là, du col de Gliade dans la Garnotte. Là, il y en a un qui crève, puis c'est lui. Là. Et puis il est revenu de manière spectaculaire là, en drivant ça là, comme un chef. Et il était le seul à fournir l'effort parce que ceux avec qui il était avaient des leaders à l'avant. Donc, il y a eu un peu d'aide à la fin, ça l'a dit. À la toute fin, oui. À la toute fin, quand c'était sûr de recoller ou presque, là, il y a eu un peu d'aide. Mais... Non, mais t'as raison, c'est lui qui a fait l'essentiel de l'effort. Oh, mais... oui. C'est quand ça a été sûr qu'il allait recoller, là, il y a eu de l'aide. Là, parce que là, bon, on va aller aider nos amis. Là, fait que là, on va se rendre puis on va lui donner une chance, pauvre petit. Mais il s'est installé à l'avant, puis il est pas gros, hein, Richie Porte. Là, il était tout petit en avant, puis il drivait ça. Là, c'était... Puis je pense que tout le monde était très content de le voir là. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, Audrey, ça a été un tour de grande déception et de grande joie aussi en même temps, de plein de surprises. Oui, c'est ça. Puis, dernier petit point que j'ai adoré sur ce Tour de France, puis vraiment, ça démontre c'est quoi le travail d'équipe, c'est... Quand Roglic, ça allait bien, son équipe était là autour de lui, puis bravo, puis les gars, on a fait une belle job, puis on a bien travaillé, puis je suis fière des gars. C'est arrivé la dernière journée, on est au contre-la-montre individuelle, ça repose tout sur ses épaules. C'est lui. Puis les articles, c'est Roglic qui peut perdre le tour, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le gagner, c'est lui qui peut le perdre, c'est sur ses épaules. Et à la fin, cette image de Roglic assis au sol, avec tous ses coéquipiers qui dit, regarde, tape dans le dos, puis
good job, t'as fait ce que t'as pu. Ça, c'est une image qui, pour moi, c'est ça le vélo, c'est tu gagnes tous ensemble, puis aussi tu perds tous ensemble, puis ça m'a démontré que ces gars-là c'est une équipe qui est soudée, puis ils se sont soutenus jusqu'à la fin, puis soit dit en passant une deuxième place, je veux dire, on cracherait pas là-dessus, là, c'est très bon, mais ça aussi, c'est une image qui, pour moi, fait que le Tour de France 2020, c'était très beau, et puis même si c'était bizarre à certains moments, là, c'était très beau. Par contre, le visage ahuri de Dumoulin et de Van Aert, même Van Aert garde son masque, mais ils ont la tronche qui tire les deux en voyant Pogačar qui est en train de détruire tout le monde, là, y compris Dumoulin là, qui vient de torcher un des plus beaux TT de sa vie, là, donc, et qui est en train de se faire ramasser comme un débutant là, par le flot. C'est comme wow, OK, il tire une tronche assez hallucinante. Il y a eu dans ce tour-là plein d'affaires. Audrey, tu le mentionnais. Bon, on l'a pas évoqué encore. C'était le tour du COVID, tour 2020, donc on est en septembre. La gestion là, de cette gestion-là du COVID a été souvent douteuse par le tour. On a vu énormément de fans gueuler d'en face des coureurs avec pas de masque, des choses comme ça. Est-ce que c'est viable là, de tenir des courses? Là, le tour, on s'est rendu jusqu'au bout. On est presque... Moi, j'étais un peu surpris, honnêtement. Je pensais pas qu'on allait se rendre jusqu'au bout. Est-ce qu'on va avoir 3 grands tours jusqu'en novembre avec ce qui se passe en ce moment avec la pandémie mondiale? Un tour en Espagne où les cas sont en hausse fulgurante. Je pense juste à ça, mais là, on a un tour d'Italie, on a des classiques, etc. Et est-ce que le tour a montré que c'est ingérable, un grand tour là, comme ça, que tu peux pas gérer le public, ça se peut pas? Ben, moi, au contraire, écoute, il n'y a pas eu un cas, aucun coureur positif. Moi, je trouve au contraire que ça a été très bien géré. Même les entrevues des coureurs avec leur masque, c'était un peu étrange. Là. C'est d'ailleurs sur l'image sur le podium, les 3 gars à Paris prennent la photo avec le masque. Le moment donné, Richie Porte, il parle à l'oreille de Pogačar. On enlève-tu notre masque pour prendre une photo, une vraie photo? Je trouvais que c'était un beau moment. Là. Ça donnait de l'air un peu. À un moment donné. En tout cas, moi, oui, les spectateurs, écoute, il y a eu des débordements à l'occasion, mais va dans ta ville de Québec, il y en a des débordements aussi. Je pense juste ça, à un moment donné, c'est l'être humain qui est un peu colon à l'occasion, là, mais je pense qu'ils ont quand même bien géré ça. Là. Il y a eu des étapes aux Champs-Élysées, il n'y avait pas tant de monde que ça. Non, ils ont gardé ça, je pense, à 5000 personnes sur les champs. Au sommet de la montée du plateau des Glières, il y a eu le chemin de roche, il y avait j'ai trouvé ça beau, il y avait des enfants à droite, à un moment donné, on les entendait crier, là, ça nous rappelait à quel point le tour, c'est ça aussi, d'entendre les gens encourager les coureurs, comme on l'a vu aussi à la planche des belles filles. Fait que, en tout cas, heureusement, ça a passé là, pour le reste. Giro, Vuelta, moi, je pense que tout le monde est content que le Tour de France soit complété après. Advienne que pourra. Là. Espérons que ça se poursuive. Pas sûr en crime, mais bon. En tout cas, pour l'instant, on est obligé d'aller dans le sens de Simon, ou en fait, je suis obligé d'aller dans le sens de Simon, où ça fait ses preuves, ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, là, on saura d'ici quelques jours s'il y a effectivement une augmentation du nombre de cas parmi les athlètes, parce que c'est des courses à huis clos, c'est pratiquement possible de le faire, ou en tout cas là, de limiter les contacts. Mais c'est encore plus dur de prévoir ça que de faire des prédictions correctes sur la course elle-même. Parlons on a parlé de Porte. Il y en a d'autres là, dont j'aimerais qu'on parle. Rigoberto Urán, bon, tu sais, ça s'est pas super bien terminé là, dans les derniers jours pour lui. Mais crime, il est encore là, tu sais, il était quand même intéressant. À l'inverse, Miguel Ángel López qui remonte, s'écrase lamentablement contre la montre, là, il se fait passer comme une fusée par Tadej Pogačar. Se fait dépasser de manière un peu pénible par Roglic alors qu'il essaie d'avoir... Ça, c'est un moment étrange, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais il essaie de dépasser, puis
Oui. Lopez est à droite sur la route, puis Roglic veut passer par la droite, puis l'autre ne laisse pas passer, mais je pense qu'il est complètement à bloc, puis il voit même pas que Roglic est là. Il ne savait même pas qu'il était là. Non, d'après c'est moi. ça. Exactement. Mais donc, des performances comme ça. Alors, puis évidemment, Thibaut Pinot, qui a connu un mauvais tour, encore abonné à la malchance. Ça s'est vraiment pas bien passé pour lui. Pour vous, la déconfiture du tour, là, qu'est-ce que c'est? Puis Egan Bernal aussi, bon, on peut les nommer, là, mais pour vous, quelle est la plus décevante? C'est celle qui vous fait pas sur le plan du sport elle-même, là, celle qui vous fait mal à vous, là, celui que vous disiez, Colin, ça m'écoeure qu'il soit effondré, lui. Je commence avec toi, Audrey. Je vais y aller avec les 3 noms que tu me dis, là, d'amener des petits points pour chacun des noms. Uran, je trouve qu'il était encore présent. On a senti, par contre, que dans la 3e semaine, le seul problème, c'est que il commençait à manquer de jambes. On l'a vu faiblir tranquillement. Il était encore éligible au podium. Puis, on a senti vraiment que ses jambes de montagne, là, ça s'en venait trop fatigué. Puis, au contre-la-montre, une fois qu'il a perdu sa place sur le podium, je pense que pour lui, il a comme un peu laissé ça aller. Je veux dire, pas fait exprès, là, mais on s'entend qu'il est quand même assez, d'habitude, fort au contre-la-montre individuel, puis il a fini assez loin, là, il a fini 10e, mais il a fini derrière Mas et tous les principaux là, qui étaient dans le top 10, Lambda et compagnie. Egan Bernal, c'est sûr que je vous avoue qu'en début de tour, on le sentait qu'il était plus ou moins... il y avait plus ou moins... il était plus ou moins à l'aise. Par contre, j'avais toujours en tête... Tu sais, à un moment donné, Roglic, il a pris 59 secondes. Je pense que c'était... je me souviens plus exactement quelle étape. Je pense que c'était le Puy-Marie. En tout cas, excusez-moi. Là, c'est cette étape-là. On te pardonne. Ouais, puis là, il était à 59 secondes. Mais moi, je me disais, non, attends un peu. Tu sais, je l'attendais vraiment pour Col de la Loze, surtout. Parce que l'année passée, il était à 2 minutes 40 d'Alaphilippe. Oui, Alaphilippe, c'est pas un Roglic, mais il était quand même à 1 minute 31 de Geraint Thomas avant de faire la dernière ascension la plus haute en altitude du tour. Fait que moi, je me disais patience. Puis dans ces entrevues, j'étais en mode observation, tout ça. Et puis, dans le Grand Colombier, tout a explosé. Je vous avoue que... Oui, il n'avait pas montré des signes si encourageants que ça dans les premières des gros tests là, de favoris, mais en 2019 non plus. Fait que je l'attendais quand même. J'avoue que je ne l'avais pas nécessairement vu venir. Et au Grand Colombier, se faire exploser par un Wout van Aert qui, on sait, il fait tout, là, on sait, mais quand même, on n'était pas rendu à cette course là, qui mettait le tempo. On était quand même encore dans les premiers coureurs de la Jumbo-Visma. Fait que ça, une fois qu'il a perdu son temps, je pense qu'il l'a laissé aller. Puis là, ça aussi, je ne l'avais pas venir. Thibaut Pinot, c'est sûr que moi, je suis bien... je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez attachée à ses performances, puis j'y souhaiterais vraiment d'avoir de remporter le tour, mais je vous avoue que ça s'est arrêté assez vite, puis j'étais dès la première étape, tu sais, avec son émotion, son visage, son non-verbal, je savais. Je me suis dit, oublie ça, son tour est fini d'être là. Puis c'est ce qui est arrivé, mais est-ce qu'il aurait réussi à se rendre au bout? C'est toujours un peu pas instable, mais fragile. Puis ça aussi, ça m'a déçu beaucoup. Mais bref, c'est un peu tout ça là, par rapport à... T'es pas tout seul, là. Je pense qu'on presque tout le monde, on est des fans de Pinot. On aime quand ça va bien, là. Mais quand ça va mal, on a un peu eu le goût de dire... OK, Thibaut, ferme-nous ta gueule, là, puis arrête de chialer que le Kodak te suive. Là. Ben oui, tout le monde, la France au complet espérait que tu gagnes le tour, puis t'es en train d'exploser en arrière, puis là, t'es fâché parce qu'il y a un Kodak qui te suit. C'est le Tour de France, là, c'est pas arrête du dimanche avec tes chums. Là, imagine la dernière étape, l'avant-dernière étape sur le contre-la-montre de la planche des belles-filles, s'il est en position pour jouer le général. Ça aurait été assez hallucinant, merci, parce que la quantité de monde qu'il y avait, on pensait dans son lieu de naissance et son lieu là où il habite, son village où il habite présentement. Donc, c'était pour ça, je pense vraiment que
malheureusement pour lui, mais en tout cas, ça aurait été assez fou, là, mais ça n'a pas été le cas. Si vous suivez le compte Instagram de ces chèvres, ce que moi je fais, vous avez pu voir que lui et son équipe sont allés rendre visite à ces chèvres, d'ailleurs, dans les derniers jours. Qui ont toutes des prénoms. Oui. Et c'est Kim la chèvre qui a son compte Instagram. Les réseaux sociaux sont fascinants. Simon, ta déconfiture la plus crève-cœur de ce Tour de France? Moi, j'avais mis Egan Bernal vainqueur. Fait que c'est sûr que au Puy-Marie, quand il a cédé une quarantaine de secondes ou une cinquantaine, on sentait que c'était là la première fissure, puis le lendemain, ou le surlendemain, c'était terminé. Là, donc, moi, je pense que c'est lui, puis son équipe aussi qui avant que ça arrive, je sais pas, on les sentait. Sivakov c'est chuté, je crois, dès le début. Donc, ça a été tour difficile pour Ineos, qui paradoxalement les a rendus plus sympathiques. Victoire de Kwiatkowski avec Carapaz, c'était quand même sympathique. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Jalabert chialait parce qu'ils n'ont pas sprinté pour la victoire d'étape. Bon, ces deux coéquipiers, là, c'était bien correct. On va dire une affaire. Fuck Jaja, là. J'aime ça de parler de Jalabert. Fuck Jaja, je l'haïs. Je les haïs toutes, les franchous qui commentent à France Télé. Là. Ils sont insupportables. Le gars, sa moto, dit jamais rien d'intéressant. Bref, OK, excusez-moi. Il est bon, Thibaut Pinot, là, il a chuté, première étape. Je pense qu'on l'a vu rentrer avec ses coéquipiers complètement défaits. Je pense que son tour s'est terminé là. C'est vraiment malheureux. Moi, en même temps, je lui accorde du mérite d'être resté malgré tout. Puis il a fini le tour. Il a fait un chrono où il s'est quand même donné dans la planche des belles filles. Donc, je pense que psychologiquement, je pense que l'élastique n'a pas complètement cédé. Fait que peut-être que le fait qu'il a quand même complété le tour va peut-être lui permettre l'an prochain de revenir. Puis il disait qu'il change de carrière. Là, Ah oui? Ben non, mais quand il a semi-abandonné le général, quand il a abandonné le général, là, il a dit là, c'est comme ma carrière là, que je questionne. Moi, j'écoutais j'écoutais du journaliste, puis ça me renversait. Là, alors, Thibaut, là, tu ne reviendras pas l'an prochain. Puis, ça se posait pas comme question. C'était pas le moment. Le gars, il est dévasté. Là, en tout cas, moi, j'ai trouvé que, oui, OK, la caméra, moi, je trouve que la caméra l'a trop suivi. Là, à un moment donné, c'est correct, OK, il n'est plus là. On passe en avant, puis on passe un autre appel. Là, mais bon, OK, je suis pas. Non, mais tu sais, les Français, en fait, je dis les Français, mais les amateurs de sport, là, on aime les grandes victoires, mais on aime les grandes défaites aussi. On aime ça voir le sportif s'effondrer, tu sais, puis être humain, puis tu sais, comme Roglic, là. Ouais, on l'aime un peu plus à cause de ça, tu sais, parce qu'il vit un moment dur, puis quand il va revenir, tu sais, on va vivre encore plus d'émotions parce qu'on va se souvenir de ça, puis ça fait de la bonne télé pareil, là, tu sais, donc je comprends le réalisateur de faire ça, tu sais, c'est sûr, fait que comme sportif, il faut que tu comprennes ça aussi, puis que tu regardes en avant, là, laisse faire le Kodak, là, tu sais, je comprends que tu as une mauvaise journée, mais juste quand il est tombé à la première étape, là, les gros signes de tête qui brassent. Oh non, oh merde. Puis il était fâché, tu sais. Puis il lève les bras en l'air de manière extrêmement théâtrale, tu sais. Puis en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime Pinot, parce que quand il attaque, il fait ça aussi, tu sais. Il est même aussi. Qu'à dire d'Alaphilippe aussi. Là, non, c'est ça. On attache ses souliers. À 3 km de la fin, on tête les souliers. Ouais, c'est ça. Juste pour ajouter une petite phrase rapide pour Pinot, je pense vraiment que le parcours avait été dessiné complètement pour lui. L'année passée, je veux dire, on attendait Pinot, il a abandonné 2 jours avant la fin, il était encore un grand... il a donné espoir à la France tout entière qui allait probablement remporter ce Tour de France-là. Il abandonne 2 jours avant. Aujourd'hui, cette année, on a fait un parcours totalement pour lui. Il y avait seulement un contre-la-montre, puis on sait que c'est pas le plus fort au contre-la-montre. Puis c'était dans son village. Dans une grimpe. Poule derrière lui, puis le reste, c'était toutes des montées. Grand Colombier, c'est une des montées qu'il connaît le plus. C'était fait pour qu'il puisse gagner. Fait que la France avait tout misé pour qu'enfin Français aillent aller chercher le jaune depuis ça fait 35 ans qu'ils l'ont pas eu. Puis les Français, c'est ça. Là, il y a eu une journée qu'ils ont perdu Bardet, Guillaume Martin, puis personne dans le top 10. Là, après ça, les Français, c'était tout le monde était dévasté. Fait qu'ils ont donné le prix Antargaz à des Français presque tout le reste du cours pour le plus combatif. C'est Hirschi qui l'a gagné à la fin. Donc. Oui, au moins. Heureusement. Charles, qui t'a brisé le cœur? Personne. Non? Non.
En fait, je suis déçu, un peu comme Simon, que Bernal se soit pas rendu au bout. Pas tant déçu de Uran que je vois pas comme un coureur de grand tour, même si on l'a vu 3e pendant un jour ou deux. J'aurais aimé voir ce que Carapaz aurait pu faire s'il n'avait pas perdu beaucoup de temps sur une crevaison dans une bordure au milieu de la 2e semaine. Mais le seul peut-être qui m'a amené sur le bout de mon siège au niveau du classement général, puis qui, sur chute, a quitté, c'est Bardet. Ce que vous venez de dire de Pinot, moi, je le pense pour Bardet, pour la portion positive. C'est un coureur que j'aime voir. Regarde, c'est pas évident pourquoi j'aime spécialement ce coureur-là, mais pendant un certain temps, j'y ai cru. Puis à chaque jour, j'avançais un peu plus sur le bout de ma chaise pour finalement se retrouver dans une chute, une assez vilaine chute, avec ce qui semble de toute évidence avoir été une commotion cérébrale. Au moment où il s'est relevé, il est retombé tout de suite. D'ailleurs, il faudra poser la question ce que les médecins de l'équipe ont pensé en le remettant sur son vélo aussi rapidement. Mais bon, ça, c'est encore une chose qui est facile de juger. C'est la culture du vélo, mais peut-être, je veux dire, on disait la même chose du hockey, du football, que c'est des sports de tough guys, puis là, de plus en plus, les sports sont en train de s'adapter. C'est un sport qui s'arrête pas. Là. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Non, mais d'aller dans la quiet room 15 minutes puis revenir. Là, à ce sujet-là, j'ai entendu quelqu'un qui proposait une affaire que je trouvais assez intéressante. Dans les critériums, là, si tu tombes ou tu fais un flat, tu as un tour gratuit. Puis il proposait que si tu chutes comme ça, de cette manière-là, c'est dans un podcast américain que j'ai écouté qui proposait ça, je trouvais ça assez intelligent, d'avoir une espèce de voiture balai médecin, puis de dire non, mais un examen de commotion voyons donc, il y a des coureurs qui vont se pitcher à terre puis ils vont faire un tour de tour. Ben voyons donc. Ben voyons donc, il n'y a personne qui va se pitcher à terre. On en a vu un dans les 3 derniers kilomètres, je me souviens plus qui, une image d'un gars qui chute, là, il y a comme une petite chute, il se couche à terre. Ça va devenir comme le soccer. Non. La plus belle performance d'équipe, là, qui, à part les Jumbo-Visma, sinon, là, quelle équipe là, vous a particulièrement marqué pour sa cohésion, intelligence de... Charles, j'ai fini par toi, je commence par toi. C'est super parce que je pense que vous allez dire la même chose que moi. Je vais pouvoir le dire en premier, c'est Sunweb. Des jeunes coureurs bien placés, intelligents, qui lancent des attaques entre les favoris qui se marquent. À part leur sprinter désigné. Anderson qui attaque entre les réponses de Sagan à Bennett, si ma mémoire est bonne, avec un Greg Van Avermaet qui traîne dans l'échappée aussi, mais qui, lui, trouve le moyen d'enfiler l'aiguille. Plus tôt dans le tour, Hirschi qui s'y prend, comme je disais tantôt, à 3 fois avant de gagner son étape. Puis je parlais plutôt aussi de Leonard Kamna, qui est chez Bora, mais qui était chez Sunweb jusqu'à l'année passée. Puis c'est un peu c'est pas exactement le même type de coureur, mais c'est le même type de performance complètement baveuse dans une certaine mesure où ils y vont le tout pour le tout. C'est pas moi qui est le meilleur dans le groupe, mais je suis capable de pousser des watts pendant les 10 minutes où vous vous regardez. Checkez-moi bien aller. Sunweb, qu'on n'attendait pas, en tout cas que personnellement j'attendais pas, que je voyais pas nulle part, m'a tenu en haleine pendant presque les 3 semaines. Simon, j'en fais le tour dans l'autre sens. Sunweb, là, avec ses Søren Kragh et Anderson, pour moi, c'est comme la révélation. Là, 2 victoires extraordinaires dans des fins de course très, très dures. Marc Hirschi m'a confirmé une prédiction que j'ai faite un peu osée quand il a gagné. Je me souviens plus exactement où, à Saran, je crois. J'avais regardé le parcours, on l'avait vu en échappée. Hirschi va gagner ça, gagne l'étape. Là, j'étais assez fier de lui et de ma prédiction. On a ri un peu de Mikel Landa qui fait rouler son équipe. Finalement, Col Laloz réussit pas à attaquer. Écoute, il finit quand même 4e du général. L'étape du plateau des Glières, son équipe a très bien couru avec Damiano Caruso, Pello Bilbao en avant de lui. Il a encore réussi à reprendre du temps. Il a remonté
Donc, chapeau à eux. Là, on se plaint que les équipes réagissaient pas à Jumbo Visma. Ils sont allés rouler finalement et il n'y avait juste pas les jambes. Est-ce qu'on y tape dessus avec un chaudron? Oui, il a mal paru, mais comme des sprinteurs parfois paraissent mal avec un gros lead-out, ne réussissent pas à gagner une étape. C'est le cas avec Sunweb pour Case Bowl qui a lamentablement échoué alors qu'il s'est fait offrir la victoire sur un plateau par son équipe. C'est vrai qu'il y avait les plus beaux lead-out, puis finalement, ça n'a pas payé pour eux. Bora aussi, quand même, on dynamisait des étapes. On demandait à Audrey si c'était ennuyé. Moi, je pense pas. Il n'y a pas une étape que Bora roulait pas dès le premier col où ça a vraiment créé un... Oui, puis il y a eu la quête du maillot vert là, qui normalement est un peu écrite, scriptée d'avance, qui était très différente d'habitude. Audrey, toi, est-ce que tu es d'accord avec nos deux Lascar ou si tu as une autre équipe favorite pour... C'est sûr que je peux pas dire le contraire. Sunweb ont été exceptionnels. Là, se sont démarqués à plusieurs reprises dans la façon. Moi, j'aime ça. Je suis une coureuse qui aimait ça être à l'attaque. Ça, j'adore. Fait que pour moi, c'est de me chercher tout de suite. Moi, attendre un sprint, c'est non. Là. C'est sûr que j'ai pas des qualités de sprinteuse, là, mais quand tu sais que t'es dans le groupe, t'as un Van Avermaet, Sagan, puis un Bennett, t'attends pas le sprint. Tu t'en vas te démarquer autrement, puis ça, j'adore. Ben, vu qu'on a parlé déjà de la Sunweb, ben, j'y vais avec... on parlait du maillot vert. Oui, la Bora a fait des belles tentatives. J'ai trouvé ça assez le fun de voir ça. Mais pourquoi ils n'ont pas gagné de maillot? Mais c'est parce que les Deceuninck ont vraiment bien joué aussi leur carte. Parce que, je vais vous dire franchement... Ils ont aidé Bennett énormément. Bennett semblait être tu sais, il me faisait penser à c'est sûr qu'il n'y a pas eu énormément de chance sur le Tour de France, puis je le sentais tellement stressé, nerveux, pas sûr de lui. Puis je pense vraiment que le fait d'avoir eu tous ses coéquipiers avec lui, ça lui a donné cette confiance-là. Puis je pense que ses coéquipiers croyaient plus en lui que lui pouvait croire en lui. Ouais, ils ont souvent envoyé du monde en avant aussi pour aller grappiller des points de manière... Ils étaient très stratégiques et intelligents, là, ouais. Stratégique. Il disait Bennett, toi, tu restes dans la voie Sagan, tu bouges pas de l'eau, s'occupe du reste. Après ça, la Deceuninck, il était toujours, s'il y avait une échappée, tu avais tout le temps un gars là. Tandis que la Bora se retrouvait des fois à juste être obligé de chasser et ramener. Après ça, Morkov, il faut parler de ces poissons pilotes extraordinaires. Encore hier, sur les Champs-Élysées, c'était le dernier, c'était le seul que... Bennett était le seul qui avait encore un gars avec lui au dernier virage. Et puis, à chaque fois, il allait pour les sprints intermédiaires, il s'assurait de prendre les points devant Sagan en plus. Tu sais, Bennett prenait le premier point pour le premier passage. Deuxième, c'était son coéquipier, puis Sagan se contentait du reste. Fait que ça aussi, c'était toujours ça. Ils ont empêché Sagan d'être dans toutes les échappées possibles. Fait que ça aussi. Et puis, ce que je trouve intéressant avec la Deceuninck, c'est qu'ils ont eu le maillot jaune aussi au début avec Alaphilippe. On sait que c'était pas l'objectif principal, mais ils ont défendu le maillot jaune pendant une étape ou deux. Après ça, ils n'avaient plus le maillot jaune. Ils l'ont perdu d'une façon assez plate et catastrophique. Mais ils se sont revirés de bord, puis boum, on change totalement notre façon de faire. Là, maintenant, on se concentre sur le maillot vert avec Bennett. Fait que, je trouve que ça a été intéressant de les voir faire aussi. Puis, c'est sûr que la Bora aussi, là, ils ont tenté le tout pour le tout. Ça n'a juste pas marché, justement à cause de Deceuninck qui était assez présent puis qui était partout. Puis, je pense pour ça aussi que Bennett a réussi à garder le maillot vert. Je pense que Charles a quelque chose à ajouter. Simon, je te donne en fait, c'est un élément de plus à ton argumentaire, Audrey. Les 51 kilomètres parcourus pendant la première heure de Rémi Cavagna sur la 19e étape, où il est allé chercher les points dont Sagan espérait, les points qu'il espérait pouvoir ramasser, c'était, en fait, ça va dans le sens d'une équipe qui se tient. Mais Rémi Cavagna, la fusée, c'était spectaculaire de le voir seul à l'avant dans du terrain vallonneux, 51 km/h pendant la première heure. Semblable à l'étape qu'il a gagnée à la Vuelta l'année dernière en solitaire, là, même genre de performance. S'il arrive semi-frais aux mondiaux la semaine prochaine, ça va être quelqu'un à regarder au contre-la-montre. Absolument. Simon, tu voulais ajouter quoi? Pour renchérir sur ce qu'Audrey disait aussi, Bennett qui croyait peut-être pas autant en lui que ses coéquipiers. Quand il gagne son étape, je me souviens plus c'était où, mais première victoire d'étape, il dit j'étais pas sûr, j'ai levé mes bras presque pour je vais prendre une chance, c'est peut-être moi qui ai gagné. Puis là, il a eu la confirmation à l'oreille, ses coéquipiers le savaient.
c'était un beau moment aussi. Il était très ému en entrevue après. C'était très beau. Il a vraiment l'air d'un gars super sympathique. Puis on l'a vu aussi hier sur les Champs-Élysées. Donc, moi, ça a été une découverte aussi. Sam Bennett, moi, je le connaissais de nom, mais là, on a découvert un peu plus l'être humain qui était derrière cette espèce de fusée-là. Donc, effectivement, c'est un beau... tu as bien fait de souligner finalement le travail de Koenig autour de Sam Bennett. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments comme ça. C'est peut-être un des tours les plus émotifs, je pense, que j'ai vu, dans le sens où il y a tellement eu de moments dans ce tour-là, tu sais, où on parle d'Epinot tantôt qui s'écrase, on parle de Bernal, tu sais, bon, même si c'était peut-être pas super émotif, mais le moment où justement où Sam Bennett, il résume en disant on travaille tellement fort toute notre vie, tu sais, pour ce moment-là, puis il nous échappe tout le temps, puis là ça arrive, puis il croit pas, là, puis il faut qu'il dise plusieurs fois. Même chose, tu sais, avec Tadej Pogačar qui est comme incrédule devant sa victoire, puis il faut que ça soit Primož Roglič qui vient faire la collade, tu sais, puis encore sonner de sa défaite, puis l'intervieweur lui dit, là, c'est vrai, là, t'as gagné, là, tu le vois, là. Je trouve que c'est un tour où il y a eu beaucoup de moments comme celui-là, là. Ça a été très, tu sais, à la Philippe qui est déclassé, Bardet qui tombe, tu sais, c'est comme, ça arrêtait pas, là. Oui, puis les héros improbables, les Richie Porte, la rédemption de Landa que tout le monde, ou en tout cas, que tout le monde à l'extérieur de l'Espagne déteste un peu. Les attaques à répète de Marc Hirschi, donc il y avait beaucoup de trucs comme ça. D'ailleurs, je finirai un peu comme ça. On parlera d'un dernier truc aussi important après, mais qui est la contrepartie de la performance de Sam Bennett, et c'est-à-dire la contre-performance de Peter Sagan. Mais votre victoire d'étape là, la plus mémorable, là, celle qui, dans votre esprit, va rester là, de ce Tour de France 2020-là, on va se souvenir de cette victoire d'étape-là parmi toutes les autres. Vous allez toutes me dire la même affaire, je le sais. Kwiatkowski, Carapaz, dans mon cas, ça a été ça. Main dans la main. Justement, bras dessous. Kwiatkowski, c'est sa première étape, j'oserais dire, d'un grand tour, assurément du Tour de France. Oui, c'est un grand tour. Première victoire d'étape dans un grand tour. Puis, tu sais, je veux dire, ils l'ont pas... ils se le sont pas fait offrir sur un plateau d'argent. Ils l'ont travaillé. Ils ont égrené les gens qui étaient autour d'eux. Dans l'échappée. Donc, Marc Hirschi, par ailleurs. Qui s'était foiré dans un virage. N'oubliez pas qu'il s'était foiré parce que Carapaz avait pris un petit écart devant lui. Attaqué, oui, effectivement. Ouais. Il a été obligé d'aller chercher. Ça fait que ça compte dans les moments d'émotion. S'il y a une image, à part celle de Roglič et son casque, qui va me rester du tour, c'est celle de Kwiato et Carapaz au fil d'arrivée, bras dessous. Pauvre Primož, en plus d'être humilié dans la défaite, il est humilié en fashion victime de casque mal placé. Casque de contre-la-montre sans la visière, c'est non. Audrey, ta victoire d'étape la plus mémorable, touchante, dont celle qui va rester dans ta mémoire, gravée à jamais? Ben, c'est sûr que je pourrais dire, c'est facile de dire Tadej Pogačar avec le contre-la-montre individuel qui a renversé toute attente, contre toute attente, a renversé Roglič. Mais c'est trop facile de dire ça. C'était vraiment un moment assez fou, puis on était tous sur le bout de notre siège. Mais je vais y aller avec la belle victoire de Miguel Angel Lopez sur le col de la Loze. J'ai adoré le voir attaquer comme ça dans des pourcentage, je veux dire, juste de pédaler pour monter cette côte-là, ça prend tout ton petit change, puis lui, en plus, il attaque. Mais j'ai aimé ça parce que Miguel Angel Lopez, je trouve que c'est différent la façon qu'il court. Il est super discret. Il est tout le temps là, mais on ne sait pas trop s'il est là. Puis en début de Tour de France, il avait perdu un peu de temps. On ne l'a jamais vraiment compté. Puis là, à un moment donné, il sent cette performance-là sur le col de la Loze. Puis je dis ça, mais pas en voulant le sous-estimer, loin de là. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est le terrain de jeu des Colombiens. C'est en haute altitude. Puis, on a senti qu'il devenait de plus en plus fort plus le tour avançait.
Et puis, c'est une victoire qui le fait monter au 3e rang sur le podium. Moi, ça m'a fait vivre de belles choses. Puis aussi, le fait qu'on a Hugo Hull dans cette équipe-là qui a travaillé beaucoup pour lui puis qui a fait un tour exceptionnel. J'étais très contente pour cette formation-là. Malheureusement, ça s'est arrêté assez rapidement avec le contre-la-montre qui l'a livré. Il n'y avait pas les jambes, puis on s'entend que ça doit être un petit peu difficile pour lui au lendemain du contre-la-montre, tout comme Roglic, parce que c'était un des grands perdants. Mais cette victoire-là sur le col de la Loze, on a senti qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis il prend confiance en lui. C'était son premier Tour de France. Il a fait des grands tours, déjà fait des podiums sur plusieurs grands tours, mais je trouve que il s'enligne vers avoir plus de constance, être plus constant. Je pense que c'est ça qu'on a vu de Miguel Ángel Lopez sur ce tour-là, malgré son contre-la-montre individuel. Parce que je trouve qu'il y a souvent des gros hauts, des gros bas. Puis, en tout cas, j'y souhaite d'être plus constant dans ces grands tours parce qu'il pourrait éventuellement être vraiment un gagnant du classement général sur les 3 grands tours. Là. Ça, je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut qu'il améliore son contre-la-montre puis qu'il soit un peu plus constant. Simon, ton moment Kodak inoubliable du Tour, c'est quoi? Je ramène la victoire de Marc Hirschi à Saran qui attaque à 20-25 km de l'arrivée après avoir perdu l'autre étape où il avait roulé je ne sais pas combien de kilomètres seul. 80, 90. Ça fait rejoindre dans la descente. Donc, puis ça me permet aussi cette étape-là, Hugo Hull finit 7e dans un groupe quand même très select. Puis Hugo a un tour extraordinaire. Dans les 14 premières étapes, il finit 7 fois dans les 20 premiers d'étape, donc un peu pratiquement inusité dans son cas. Là. Il s'amusait à sprinter comme il le disait. Donc, Hugo, vraiment, c'était à la hauteur dans ce qu'on attendait de lui, finalement, coéquipier. Et plus encore. Et plus encore, vraiment. Cette étape-là, je pensais qu'il allait faire le podium. Écoute, c'est ça qu'il espérait aussi. Là. Il a attaqué quand je pense que c'est Pierre Rolland qui a attaqué, puis on l'a vu attaquer de loin. Malheureusement, la caméra l'a perdu, là, mais je pense que lui, il croyait, puis avec raison aussi. Là, il a vraiment fait un tour. Moi, j'ai écrit ce matin dans la presse je trouvais qu'il avait atteint une nouvelle dimension. On savait qu'il était bon, etc. Mais là. Il vient de prendre un step, là, vraiment. Ouais. Là, il est à une autre étape, tu as raison. Puis on l'a vu travailler extrêmement fort, mais parmi les plus forts, là, dans les vents de côté, là, les épreuves assez difficiles quand il y avait des cassures, là, il n'était pas juste là, il était aux avant-postes, puis c'est lui là, qui fermait la porte ou qui ramenait. Il était extrêmement fort. Là. Ça a vraiment été spectaculaire. Moi, sur ce tour-là, je pense. Parce que d'habitude, il est collé à Fuglsang, puis vraiment, il ne peut pas vraiment bouger. Là, je pense qu'avec la façon que Miguel Ángel Lopez court, il pouvait faire avec plus carte blanche. Puis ça se regarde. On le sait qu'il y a un grand potentiel, mais là, il y a eu l'occasion de faire ce que ça il tentait de faire dans les fins de course, là, j'ai l'impression. On oublie qu'il a fini 4e au championnat du monde espoir il y a quelques années. Donc, je trouvais que c'est un peu ça qui ressortait, là, ses qualités de s'il court pour lui. Sait-on jamais, il va en gagner un, à un moment donné, une belle course. Hugo, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment le fun. Moi, tu vois, mon étape, la victoire que je retiens, c'est un peu une défaite parce que moi, c'est justement cette étape-là de entre Pau et Larun où Marc Hirschi est en échappé. Puis, vous savez, j'aime les drames. Puis, ce moment-là, pour moi, c'est des moments hyper dramatiques comme ça où il se fait sauter sur la ligne par Tadej Pogačar et Primož Roglič, justement. Puis, Pogačar, sur le plat, au sprint, réussit à battre tout ce monde-là. Déjà, on aurait dû avoir un indice. Étape 9, Jumbo-Visma. Je dis ça comme ça. Donc, pour finir, sur une note un peu plus sérieuse, même si il a un tatouage écrit « Why so serious » sur lui, Peter Sagan, c'est le tatouage, c'est la citation du Joker. Peter Sagan, le Joker, qui n'entendait pas à rire tant que ça sur ce tour-là. Si on fait une petite radiographie là, du fait qu'au début, là, on s'est tous dit, il n'y a aucune question, là, c'est sûr que c'est lui qui gagne le maillot vert. On a tous dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour commencer, est-ce que c'est parce qu'il n'est plus là pour les sprints? Est-ce que c'est son équipe qui n'était pas aussi efficace que la Deceuninck Quick-Step? Est-ce que c'est... Donc, il y a plusieurs sous-questions à ça, là, mais pour vous,
quelles sont les raisons, justement, là, de la déconfiture de Sagan? Ben, de la même façon que Roglic a terminé deuxième, Sagan termine deuxième, ce qui est quand même pas vilain, mais bon, on l'a vu, sa vitesse de pointe au sprint n'est plus celle... Il n'y a jamais eu la plus grande vitesse au sprint, mais ça a déjà été plus rapide, de toute évidence. Il était capable de la garder plus longtemps. Tu sais, là, on voyait que ça faisait, c'est ça. Mais, tu sais, laisse le maillot jaune à Alaphilippe une semaine de plus ou 4-5 jours de plus, ce qui aurait pu arriver n'eût été du bidon à l'intérieur des derniers 20 km qui lui a fait perdre. De Koenig aurait peut-être pas été aussi à l'attaque pour obtenir le maillot vert, qui était dans ce cas-ci, le plan B, une fois qu'Alaphilippe a le maillot jaune sur les épaules. Ça fait que longue réponse pour dire que c'est la domination de l'équipe. Tu sais, même si les équipes avaient été de force égale, au sprint, Bennett va toujours gagner, puis il a réussi de façon honnête à passer les bosses. Évidemment, les grands cols, là, ça, c'est une autre histoire, mais c'est un ensemble de petits facteurs puis de hasard de course probablement aussi, là, dont le fameux bidon dont je parlais. C'est drôle, à l'étape 16, je prenais des notes à chaque jour pour garder en mémoire ce qui se passe, puis j'ai noté mot à mot Sagan retraite à l'étape 16. Je me suis dit, puis c'est évidemment que des perceptions, puis je me targue d'être un gérant d'estrade, mais il a l'air d'avoir moins de fun qu'il y en a déjà eu. J'ai l'impression que ça sera plus éternel. Il a plus 22 ans non plus, là, mais quoi qu'il n'est pas vieux par ailleurs. Mais j'ai l'impression que le plaisir qui s'en va avec les années qui passent vont faire qu'avant longtemps, Sagan va nous annoncer dans une conférence de presse extraordinaire qu'il quitte le milieu du cyclisme. Mais bon, j'ai aussi dit que Tadej Pogačar n'allait pas gagner le Tour de France. Parce qu'elle s'est effondrée dans la dernière semaine. Oui. Bravo. Avant que quelqu'un me le rappelle, je le dis. Ouais. C'est que mes prédictions sont toujours aussi bonnes. Simon, Audrey, quand vous voulez, votre analyse de ça, là, est-ce que Sagan est sur la pente descendante ou il a juste connu un mauvais tour? Tiens, je vous relance la question autrement. Ben, moi, je pense qu'il est clairement... En tout cas, sur ce tour-là, il était clairement moins saignant. La pointe de vitesse n'était pas tout à fait là. Il y a l'étape où il semblait peut-être le mieux, c'est l'étape où il y a eu la relégation. Il y avait de la vitesse. Puis là, il a passé... il s'est frayé un chemin au départ de Wout van Aert, mais moi, je pense qu'à partir de là, c'était terminé. Là. Il a perdu trop de points. Ça a tout changé la dynamique. Il a perdu le vert. S'il y avait eu le vert à ce moment-là... probablement que la course aurait été différente. Là, ça lui a coûté cher quand même. Évidemment, l'écart à la fin est quand même grand, là, mais je pense que ça a complètement changé la dynamique. Donc, moi, ma prédiction, c'était qu'il allait gagner le maillot vert sans gagner une étape. Puis c'est peut-être ça qui aurait pu arriver. Il finit 7 fois dans les 5 premiers. Fait que, il est encore là. Il grimpe. Et, pour un gars qui sprint comme ça, il grimpe assez facilement. Pas mal mieux que Caleb Ewan, oui. Il grimpe un Wout van Aert pas loin. Puis Charles dit le plaisir, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir moins de fun. Je sais pas si un gros salaire va être assez motivant pour lui pour continuer. Je sais pas, il y a quand même des grandes courses encore à gagner. Peut-être qu'il va cibler 2-3 courses par année. Puis bon, je sais pas. C'est une bonne question par rapport à Sagan. Et c'est vrai qu'il a l'air d'avoir moins de fun. Oui, il avait l'air de puncher un peu à la job. C'était un peu ennuyeux. Par contre, en entrevue, il était moins... que j'ai envie de dire, éparpillé que d'autres fois. Ces analyses de ce qui s'était passé, on avait moins de... oui, mais il cabotine moins autour aussi, je pense. Quand il y a des questions de vélo, il cabotine moins. Ce qui est il répond aux questions. Oui, exact. Je sais pas si c'est parce que son niveau d'anglais s'est amélioré, là, mais cette fameuse réponse de What happened, race is race, là, qui est devenu. Il était moins désinvolte, là. Il était là pour. Puis bon, il est toujours sous contrat avec Bora jusqu'à la fin de 2021, puis il va avoir un contrat dans le milieu du cyclisme jusqu'au jour où il va décider d'aller faire autre chose. Ne serait-ce que pour l'exposure qu'il donne à ces entreprises-là. Audrey, toi, ta radiographie de ça,
Ça serait quoi? Où est-ce que c'est cassé? Moi, je pense qu'au départ, Bennett, visait les victoires d'étape. Je pense pas que Bennett est entré sur le Tour de France en disant « je vais aller chercher le maillot vert ». Et je suis d'accord avec les propos de Simon et aussi de Charles. Ça a commencé parce que, en fait, là, le premier sprint où il a eu son incident mécanique, c'était dans la première semaine, si je me souviens bien. Il a perdu des points à cet endroit-là. Son équipe avait fait des très bonnes, une très belle manœuvre tactique. Il avait pris des points au sprint intermédiaire pas mal plus que Bennett. Par contre, il n'a pas réussi à arriver à la fin. Oui, il y avait eu un saut de chaîne, je me souviens, oui. Nombre de points-là. Ça a été le premier incident. Deuxième, puis là, Bennett, OK, on fait des points, on commence à être dans la game, permettez-moi l'anglicisme. Après ça, on fait un autre gros coup tactique. On va chercher des points précieux au sprint intermédiaire. Et là, c'est la seule fois dans le tour, on dit qu'il n'y a plus la vitesse qu'il y avait il y a 3-4 ans. Mais en même temps, il a quand même fini deuxième, puis il avait battu Bennett cette étape-là, l'étape qui a été déclassée. Bien ça, là, il avait un gros 43 points. Puis là, on y enlève les points de la deuxième place, plus les points du sprint intermédiaire, il perd 43 points. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, si il n'est pas déclassé, Bennett enlève l'objectif du maillot vert. Il se dit, regarde, je suis trop loin, ça vaut pas la peine. Je veux dire, je vais me concentrer juste sur ces victoires d'étape. Parce que Bennett, combien de fois en entrevue, il a dit « Ah, c'est dur courir de cette façon-là, je suis pas habitué. D'habitude, moi, je fais juste les sprints victoires d'étape. Je veux dire, je vais pas commencer à faire les sprints intermédiaires puis toujours marquer. Tu sais, ça prend beaucoup de concentration au niveau mental aussi, de tout le temps être à l'affût tout le long de la course, pas te faire coincer par les bras. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ça gagne. Puis c'est pour ça, à chaque fois, pour ces 7 maillots verts, après la deuxième semaine, il n'y a plus personne qui vise le maillot vert parce qu'il y a trop une grosse avance. Puis je pense que ça aurait été là le point décisif. Mais là, Bennett s'est dit, OK, j'ai une chance. Puis là, la Deceuninck s'est mis à 100% là-dessus. Puis, et avec raison, ils ont bien fait. Puis je pense que ça a été un peu ça. Puis par la suite, Sagan essayait, mais m'amener, il t'essaye, ça va être dur, c'est pas fini, on reste concentré. Puis à la fin, j'ai aimé quand même son entrevue hier. Regarde, il dit, regarde, théoriquement, il reste 70 points sur l'étape à aller chercher, c'est encore possible. Il était à 55 points de retard sur Bennett. Il dit, regarde, c'est les Champs-Élysées, tout le monde est en mode célébration, tout le monde a travaillé fort. Il dit, tu sais, je vais pas commencer à aller... il a comme laissé, puis je trouvais que ça avait de la classe. Il a sprinté à la fin, mais il n'a pas commencé à faire de la tactique puis prendre les points. Il n'a même pas disputé le sprint intermédiaire. En tout cas, pour moi, ça, je trouvais que c'était correct. C'était une belle guerre. Puis tant mieux pour Bennett, mais je pense que ça a vraiment été ça le point là, qui a fait que, il se donnait, mais il savait que, plus ça allait, moins il avait ses chances. Fait que, à quoi bon? Peut-être pour terminer, un petit salut de chapeau à Benoît Cosnefroy qui a donné un bon show pour le maillot à pois, qui est un peu peut-être venu rasséréner les Français qui étaient en manque là, d'un... Et puis aussi, on en a parlé pas mal, là, mais Guillaume Martin, qui avant, sa déconfiture était là quand même aussi. C'était intéressant, il sortait d'un beau Dauphiné. Donc, c'est quand même passé plein de choses, puis je vais arrêter ça là parce que ça fait plus qu'une heure qu'on joue au gérant d'estrade de ce Tour de France-là, mais c'est une si grande course, on espérait qu'elle ait lieu, on en doutait un peu, on est vraiment content qu'elle se soit rendue au bout, qu'on n'ait pas eu de cas COVID. Simon est moins rabat-joie que moi en la matière, voyez le côté plutôt positif de la chose. Effectivement, il y a eu quelques cas COVID, c'est-à-dire au sein des équipes, pas parmi les coureurs. Pas parmi les coureurs, exactement. Et puis, on remettait le compteur à zéro là, après la deuxième journée de repos. Puis, il n'y en a eu aucun là, dans la dernière semaine. Donc, effectivement, c'est plutôt positif comme bilan. Et comme le disait Charles, on verra si dans les prochains jours, là, il y a des cas ou non. Mais bon, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Cette idée-là les bulles d'équipe semblent mieux fonctionner que les bulles de classe dans les écoles pour éviter la propagation du virus. Madame Audrey Lemieux, messieurs Simon Drouin et Charles Stigui,
Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce matin pour parler de ce tour-là, de l'avoir suivi. Audrey et Simon, de l'avoir suivi de manière professionnelle comme vous l'avez fait. Merci pour votre beau travail. Toujours heureux de vous suivre. Et puis, on se dit à la prochaine parce que dans l'espace de 2 mois, il reste 2 grands tours, 72 classiques, des championnats du monde, des courses à tous les jours ou presque. On n'a même pas eu le temps de parler du Giro Rosa qui a été dramatique, spectaculaire aussi chez les femmes. Donc, on se reparle bientôt parce qu'on n'aura pas le choix. Merci à vous. Merci, ciao. les gars. Bye. Ciao, bye. Merci d'avoir été de cette émission d'après Tour de France 2020 de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. En mon nom personnel et celui de notre équipe, je vous remercie d'être nombreux et nombreux à nous écouter. On est là, on suit les performances, là, on vous voit apparaître dans nos écrans de suivi. On adore ça. Merci beaucoup. Merci à Gabriel Bourdage pour le montage. Si vous aimez l'émission, vous pouvez y contribuer en vous rendant sur notre page SoundCloud et faire un don à Radio Bidon. Il y a une petite fenêtre bleue et il vous suffit d'avoir une carte de crédit. Ça fonctionne avec PayPal. Donc, nous, notre devise, c'est Pay for what you love. Si vous nous aimez, ça serait vraiment agréable que vous nous encouragiez. Donc, sinon, vous pouvez vous abonner, évidemment, sur toutes les plateformes de balado, Spotify, iTunes, Stitcher et compagnie. Radio Bidon est présenté par Parley et Seven Mesh, comme d'habitude, et c'est produit par l'agence La Flèche et son studio de balado. Merci et à la prochaine.